Donc bonsoir à toutes et à tous. Tout d'abord, je voudrais vous remercier d'être ici. Je parle au nom du groupe SDHPP. Merci d'être ici pour notre soirée Femmes palestiniennes, lutte et résistance. Donc tout d'abord, je vais vous présenter le groupe rapidement pour ceux et celles qui ne nous connaissent pas encore. Donc on est le groupe Solidarité pour les droits humains des Palestiniennes et Palestiniens. Donc un groupe qui a existé il y a quelques années à l'UQAM, mais qu'on a reparti à la session dernière à l'automne 2015. Donc c'est pour ça qu'on est encore un peu discret pour le moment à l'UQAM, mais on va commencer à faire de plus en plus d'activités. Donc aujourd'hui, nous sommes toutes et tous réunis parce que tout d'abord c'est la journée internationale des droits des femmes. Je pense que je ne vous l'apprends pas. Et cette soirée marque aussi le début de la semaine contre l'apartheid israélien, donc qui se tiendra du 8 au 17 mars. Et on va organiser plusieurs activités, dont une conférence sur le mouvement BDS, la projection d'un documentaire et des kiosques sur la culture palestinienne. On vous encourage à venir d'ailleurs, toutes les informations sont sur notre page Facebook. Et nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir Yara El Radban ce soir, donc qui est auteure, anthropologue, conférencière entre autres, basée à Montréal, elle est d'origine palestinienne. Et donc ce soir, on va lui laisser un peu carte blanche en fait pour nous parler de ce qu'elle veut, même si on lui avait quand même soumis une question générale qui était comment les femmes palestiniennes s'inscrivent-elles dans les luttes et les résistances. Et je lui laisse tout de suite la parole. Merci d'être ici. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup de cette belle invitation. Quand on m'a invitée, ça m'a tout de suite... j'ai eu comme un coup de nostalgie. Parce qu'il y a 20 ans, j'étais étudiante comme vous et je faisais partie du SPHR, donc la Solidarity for Palestinian Human Rights. Et on était très actifs aussi, puis on était un peu comme ça, on organisait des campagnes de sensibilisation et on faisait... Est-ce que vous avez fait une troupe de danse déjà ou pas encore? Une troupe de dabke? Ah ça, il faut, hein? Ça, il faut une troupe de dabke, hein? Si vous voulez gagner des membres, croyez-moi, ça fonctionne. Vous savez que le dabke, c'était la danse de la séduction, hein, dans la tradition. On a une très, très, très vieille tradition. Et quand je dis vieille, je parle de milliers d'années. Il y a même des gravures sur les pierres. Là, c'est l'archéologue qui vous parle. Où on voit justement des références à une danse comme ça, circulaire. Et c'était la danse de la séduction. C'était la façon de créer des couples après. Et c'est encore la danse de la séduction, je peux vous le dire par expérience. Alors voilà. Alors on m'a demandé de parler aujourd'hui de résistance et je vais essayer de ne pas trop parler parce que j'aime mieux qu'on entre dans une conversation. Déjà, j'aurais même aimé mieux être un peu à votre niveau. Là, je me sens un peu comme un dictateur. Mais en fait, non, ça va être justement. Je vais rester pour que je puisse voir tout le monde et voir tous les visages aussi. Je vais vous parler un peu de mon parcours. Alors, je suis arrivée ici en 89. Ça fait donc 26 ans. 27 ans presque. Et j'étais une adolescente, j'avais 13 ans. Et avant d'arriver au Canada, j'avais déjà fait pas mal de migrations. Ce n'était pas le premier pays auquel on a immigré. Donc ça, c'est une histoire, je dirais, très typiquement palestinienne. Ce n'est pas exceptionnel. On avait immigré en Argentine avant d'arriver au Canada. J'ai passé une année au Yémen. On a passé quelque temps en Syrie. Je passais tous les étés de mon enfance au Liban. Je suis née à Dubaï. Donc, vous voyez, ça s'accumule. Et on est arrivé au Canada. Je ne parlais pas le français. Et voilà, et donc aujourd'hui, je suis devenue romancière de langue française. Alors, vous voyez comment les parcours peuvent vous amener dans des endroits vraiment inattendus. Si vous m'aviez dit quand j'avais 13 ans que vous allez devenir écrivain dans un pays nordique et écrire des romans en français, je vous aurais dit... L'imagination est un peu trop large. Mais voilà. Et donc, j'ai toujours été très, très consciente. Évidemment, quand on est palestinien, on est très, très conscient de notre identité. Partout, je suis née à Dubaï et je savais donc que Dubaï n'était pas ma ville
n'était pas mon pays d'origine, et j'avais tout le reste de ma famille qui vivait encore dans les camps de réfugiés. D'ailleurs, une partie de ma famille est toujours dans les camps de réfugiés aujourd'hui au Liban. Et donc, vous savez, c'est un peu ça, c'est de vivre toujours entre deux mondes. Et beaucoup de femmes palestiniennes vivent cette expérience-là, de vivre entre deux mondes. On est à la fois dans un monde, il y a le monde imaginaire, la Palestine imaginaire, surtout pour ceux qui sont nés en exil. Moi, mon père, il est né en Palestine. Il est né d'ailleurs en 48, juste avant Israël. Et l'une des choses qui me font très, très plaisir quand je visite la Palestine, évidemment, je dois passer à travers les soldats israéliens. Et là, ils commencent toujours à m'interroger et me dire alors, toi, tu es né où? Je dis Dubaï, bon, ça ne les dérange pas trop, mais ils sont malins. Hein? Alors, ok, ton père, il est né où? Et là, je dis, moi, mon père, il est né en Palestine. Alors là, ils disent, oh non, vous voulez dire Israël? Je vous dis, mais non, mon père, il est plus vieux que votre pays. Il ne peut pas me contredire. Alors déjà, quand tu dis à quelqu'un que mon papa, il est plus vieux que votre pays, croyez-moi, c'est puissant. Hein? Ça ramène les choses en perspective. Alors, voilà. Alors lui, il est né en 48 et ma mère est née en Syrie, dans un camp de réfugiés en Syrie, à Homs d'ailleurs. Alors là, on voit aujourd'hui le destin de la Syrie. Donc j'ai encore de la famille aussi du côté de ma mère qui sont en Syrie, qui sont à Damas. Et donc je suis un peu... ce sont deux histoires. Et là, j'avais une tragédie dans ma vie, là j'en ai deux. Mais qu'est-ce qu'on fait quand on est palestinien? On prend ça avec une certaine, comment le dire? On peut dire résilience, mais on peut dire aussi, il y a un sentiment de, en fait, il y a quelque chose qui est chez les Palestiniens, il y a une espèce d'espérance qui est là et qui est innée, vraiment, et qu'on voit partout. Moi, je vais en Palestine à tous les ans. Donc j'ai pas, même si je suis née en exil, dès le moment où j'ai eu mon passeport canadien, ma citoyenneté canadienne, la première chose que j'ai fait, c'était de rentrer en Palestine. Et mon mari, il est, juste pour vous compliquer les choses encore, mon mari, il est palestinien, mais ce qu'on appelle les Palestiniens de 48, donc il a une citoyenneté israélienne. Donc, je vois que vous comprenez, c'est très bien, parce que parfois j'ai besoin d'expliquer ça. Alors, vous imaginez, moi j'ai toujours mon document de réfugié, donc à côté de mon passeport canadien, c'est très important de... Les gens me demandent, mais pourquoi, mais comment ça se fait-il? Eh bien, c'est la seule preuve que je suis palestinienne, imaginez-vous donc. C'est la seule preuve écrite que j'ai, que je suis de descendance palestinienne, et donc... J'y tiens et à chaque fois, il faut toujours que je redescende au Liban pour la renouveler. Et donc, j'ai un document de réfugié palestinien et je suis mariée à un Israélien. Vous imaginez parfois comment ça peut être difficile à expliquer aux enfants, mais les enfants ont compris. J'ai deux filles. Donc, deux petites Québécoises palestiniennes. Et la question de la résistance, j'ai beaucoup réfléchi. Je voulais vous parler un peu des grandes figures palestiniennes, des grandes figures femmes politiques et tout ça, mais je pense que vous les connaissez déjà. Et je pense qu'il y a, tu sais, qu'on parle de... en fait, ce que je voulais vous parler, c'était plutôt de la résistance de tous les jours. Okay? Et ça, c'est la véritable résistance des femmes, et pas seulement les femmes palestiniennes, mais en particulier les femmes palestiniennes, c'est une résistance quotidienne. Okay? Donc, je vous donne un tout petit exemple. Ma grand-mère, quand ils ont été déracinés, ma grand-mère avait 27 ans. Elle venait d'avoir mon père. Mon père est le 6e. Elle a fini par avoir 10 enfants. En fait, elle en a eu 13, mais il y a 10 qui ont survécu. Vous savez qu'à l'époque, on perdait beaucoup de bébés en très bas âge. Et mon grand-père, en fait, le déracinement, il n'a jamais pu
surmonter en fait le trauma du déracinement. Donc il a été malade toute sa vie. Il a été malade toute sa vie et c'était ma grand-mère qui a soutenu la famille. Ma grand-mère qui était couturière, qui était analphabète, mais elle réparait des robes, elle faisait de la broderie et c'est ainsi qu'elle a soutenu la famille. Et en fait, non seulement, bien qu'elle ne lisait pas, elle a élevé mon père qui est ingénieur, ma tante qui est ingénieure, mon oncle qui est mathématicien. J'ai leurs enfants qui sont aujourd'hui des hommes d'affaires et moi, je suis la première qui a eu un doctorat dans la famille. Donc, je suis de la 3e génération. Je suis la première qui a eu un doctorat dans la famille. Alors, il faut être vraiment une femme puissante pour arriver à faire ça. Donner le don de l'éducation alors que toi-même, tu ne l'as pas eu. Ça, pensez-y un peu. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et je pense souvent à ma grand-mère quand j'ai des moments où je suis découragée, où j'ai envie de me plaindre. Je me dis, mais non, quand même, Yara, t'as pas le droit de te plaindre. Juste pour vous donner un exemple, quand ils sont arrivés dans le camp, l'UNRWA, qui était l'agence qui avait été formée pour prendre soin des Palestiniens, avait donné des matelas, mais vraiment minces. Là, quand je dis minces, c'est comme ça, des minces comme ça, et juste en fait assez pour un homme là de 5 pieds 10 à peu près, donc mais très très minces. En fait, des matelas qui étaient tellement minces qu'il fallait en mettre 3 juste pour avoir un petit peu de confort et ne pas être vraiment par terre. Et elle en avait eu 20, puisqu'ils étaient 13, et, tu vois. Et les matelas, elle les a toujours gardés. Même après, quand ses enfants ont été scolarisés, puis ils ont commencé à ramener un peu d'argent et tout, elle les a toujours gardés, les matelas. Et elle refusait de les prêter à quiconque. Et une fois, puis nous, c'était comme une blague, c'est comme... C'est même pas des matelas c'est rien de précieux. Mais une fois, je lui ai demandé, j'ai dit, mais Teta, pourquoi tu veux jamais prêter les matelas? Surtout quand on rentrait au pays pour les grandes réunions familiales, disons que les matelas auraient été utiles. Hein? Mais là, elle voulait pas. Puis c'était pour 2 raisons. D'abord, les matelas, ça lui rappelait un moment d'humiliation. Donc pour elle, c'était très difficile. Elle voulait pas les sortir. Mais deuxième chose, elle me dit, je les garde parce qu'on ne sait jamais quand est-ce qu'on va nous demander de quitter de nouveau. Alors vous imaginez, elle a vécu toute sa vie avec ce sentiment qu'à tout moment, on peut être déraciné. Et donc, elle gardait les matelas au cas où on se faisait déraciner de nouveau. Alors ça vous donne un peu vraiment l'univers à la fois de grande force et de grande résilience, mais aussi de grande souffrance dans laquelle la femme palestinienne a vécu. Et il y a eu beaucoup de mythes, en fait, avec le mouvement national qui est né dans les années 60 et l'OLP et tout ça, la femme palestinienne, elle a pris presque une espèce de dimension mythique. Donc, on l'imaginait un peu comme la figure qui représentait la nation. Et il y a une raison pour ça, c'est parce qu'en fait, tout comme mon grand-père s'est quasiment effondré après le 48, il n'était pas seul. En fait, l'homme palestinien a vécu vraiment un moment traumatique énorme, immense. Il y a une expression chez les Palestiniens que les paysans palestiniens disaient tout le temps l'honneur avant la terre. Et l'une des façons que les Israéliens ont vidé les villages, c'est que en fait, ils ont fait répandre des rumeurs partout dans les villages que les soldats en fait entraient dans les villages puis violaient les femmes. Donc, ils violaient les femmes palestiniennes. Ce n'était pas des rumeurs, il y a eu aussi des cas de viol. Et donc, ce qui est arrivé, c'est que les hommes, ils voulaient protéger la famille, ils voulaient protéger les femmes. Et donc, l'honneur avant la terre, ils ont dit, bon, on va revenir
on va revenir pour la terre, mais il faut protéger nos femmes, il faut protéger nos filles. Et ce qui est arrivé, c'est qu'après 1948, ils avaient perdu la terre. Puis on s'est rendu compte que pour un paysan palestinien, ne pas avoir de terre, c'est aussi ne pas avoir d'honneur. Et dans le mouvement nationaliste, on a renversé ça en disant la terre avant l'honneur. Donc il faut protéger la terre. Et ça, on le voit, là je vous parle un peu comme anthropologue parce que j'ai beaucoup étudié ces choses-là. Là, on le voit par exemple dans les blagues palestiniennes. Hein? Vous pensez que les Palestiniens sont très sérieux, mais on blague aussi. Hein? On fait des blagues. Mais il y a des blagues, il y a des légendes aussi palestiniennes. Surtout des légendes. Il y a un anthropologue, Sherif Kanani, qui avait fait une très très belle recherche sur les blagues et les légendes de l'intifada. D'accord? Et il avait ressorti des figures qui ressortaient tout le temps. Donc, dans les légendes et les blagues de l'intifada, le héros numéro 1 dans l'espèce de pyramide de héros et de figures héroïques, c'était l'enfant, évidemment. Donc, parce qu'à cause des enfants de Pierre. Et donc, c'était l'enfant qui n'était pas, en fait, c'était pas le plus grand enfant, c'était pas le plus beau enfant, c'était l'enfant un petit peu minou, petit, drôle, en fait, pas très beau et tout ça, mais qui, avec sa ruse, finissait toujours par, en fait, confondre et un peu faire peur aux soldats. Alors que le soldat israélien est armé et tout, mais tous ses armes, ils ne peuvent rien contre la ruse de l'enfant. Et la deuxième figure très importante, c'était la femme. C'était la femme. Alors, dans les légendes de l'intifada, par exemple, il y a une histoire, c'est pour revenir sur l'honneur avant la terre et la terre avant l'honneur, il y a une histoire où il y a un jeune homme, justement un adolescent, qui essaye de fuir les soldats. Les soldats sont en poursuite, puis là, il va frapper à la porte d'une maison étrangère, il ne connaît pas. Et là, c'est la mère qui ouvre, c'est une mère. Elle ouvre, elle comprend tout de suite qu'il est en fuite. Elle lui dit « Entre, entre », puis elle lui dit « Va dans la chambre de ma fille et couche-toi dans le lit de ma fille. » Imaginez. Alors, il se déshabille, il se met dans le lit avec la fille, puis là, il se couvre. Alors, les soldats viennent, ils frappent à la porte, et la mère dit « Ah, mais il n'y a personne ici, il n'y a que ma fille et son mari. » Et les soldats, parce que dans leur tête, ils se disent « Ok, mais c'est des Arabes, et l'honneur est très important. » Puis ils ont tous ces clichés dans leur tête. Ils ouvrent, puis ils voient qu'il y a un homme et une femme. Ils ne regardent même pas. Okay, ils se disent « Ok, ça doit être vraiment le mari et sa fille, parce que là, ça ne se peut pas que ça soit un étranger qui est dans le lit de la fille. » Puis il ressort. Alors vous voyez comment dans une blague comme ça, c'est quand même très significative, cette idée de la terre avant l'honneur. Donc pour sauver ce garçon-là, au nom de la résistance et tout ça, elle va risquer, entre guillemets, l'honneur de la fille. Oui. Et toujours donc la figure de la mère qui est là, qui est audacieuse, qui, en fait, c'est elle le bouclier. Elle est à la fois le bouclier de la nation, c'est elle qui protège la nation, c'est elle qui protège l'enfant, mais c'est elle aussi qui pleure pour l'enfant, c'est elle qui pleure pour le martyr. Ça fait beaucoup de poids sur la femme palestinienne. Ça fait beaucoup de poids. Puis il y a une critique qu'on peut faire envers cette représentation de la femme palestinienne, c'est-à-dire qu'elle est toujours comme un moyen vers une fin. Et on oublie parfois que la femme palestinienne, elle a aussi peut-être ses propres fins, elle a peut-être ses propres désirs, elle a peut-être ses propres rêves, elle a peut-être sa propre révolution à faire. Et pendant très longtemps, justement, les causes des femmes, que ce soit l'égalité, que ce soit la présence dans la sphère publique, pendant très longtemps, a été subsumée ou bien mise en dessous de la grande cause politique ou la grande cause des droits des Palestiniens. Alors moi, je suis très contente de voir qu'aujourd'hui, on dit, c'est quoi, solidarité pour les droits humains des Palestiniennes et des Palestiniens. Alors moi, dans mon temps, on ne disait pas Palestiniennes et Palestiniens. Alors, il y a eu une évolution. C'est peut-être, on peut dire que c'est juste un mot qu'on ajoute, mais les mots sont très puissants. Et je peux vous le dire comme écrivain, que les mots, en fait,
fait, le monde qu'on imagine, on l'imagine à travers les mots que nous avons. Alors, si on n'invente pas de mots pour dire les choses, on a en fait un sens très, très appauvri de la réalité qui est autour de nous. Et donc, si on ne dit pas palestinienne et palestinien, la réalité des Palestiniennes, elle aussi, existe moins que la réalité des Palestiniens. Donc, ce sont des aspects, il ne faut jamais sous-estimer les mots que nous utilisons. Donc, je voulais vous parler un peu à travers les blagues et tout ça, de la figure de la femme palestinienne. Aujourd'hui, il y a quand même quelque chose de très intéressant qui se passe, parce qu'il y a toute une nouvelle génération. Je vous regarde, je disais ça tantôt à vos amis, que moi, dans mon temps, quand j'étais au SPHR, en fait, on était tous quasiment à l'unanimité des Palestiniens de première génération. Donc, des gens qui venaient d'arriver. Et il y avait très peu de diversité. Il y avait très peu de Québécois, entre guillemets, de souche, bien que je n'aime pas du tout ce mot. On se parlait en arabe entre nous. Et il y avait très peu qui étaient francophones. On était plutôt des anglos. Mais là, aujourd'hui, je vous regarde et je vois vraiment une belle diversité. Et c'est la même chose pour les femmes palestiniennes. Il y a eu vraiment, on est sorti un peu de la figure de la femme, femme égale mère, égale patrie, égale nation, égale sacrifice, égale. Puis on a aujourd'hui des figures de femmes de partout. Il y a des femmes qui travaillent chez elles, dans les pays, au pays, des femmes que j'ai rencontrées par exemple à Ramallah. Je vais vous donner un exemple. Et encore une fois, je ne vais pas vous parler des femmes qui sont des leaders dans les organismes humanitaires ou dans les organismes communautaires palestiniennes, comme par exemple Inaash al-Usra. Je ne sais pas si vous connaissez cet organisme-là, mais c'est l'un des premiers organismes vraiment communautaires qui ont lutté beaucoup pour, à la fois pour la cause palestinienne, mais pour la cause des femmes, qui ont monté des projets absolument extraordinaires, qui ont fait travailler, par exemple, mes cousines qui étaient dans les camps de réfugiés, ont longtemps travaillé dans la broderie. C'est pour ça, pour moi, c'est très important. Je ne mets pas ça juste pour afficher mon identité. C'est vraiment, c'est des femmes qui ont brodé cette robe-là, et ça, c'est du travail. Il y a toute une économie qui repose sur les femmes qui font de la broderie palestinienne. Alors, je voulais vous rappeler ça parce qu'aujourd'hui, on a tendance à esthétiser un peu le folklore palestinien, ce qui est très bien. Il faut l'acheter, il faut aussi le voir pour sa beauté, mais il y a encore une lutte. Et souvent, ceux qui sont derrière le folklore palestinien, c'est des femmes. C'est vraiment des femmes. Et pendant longtemps, ça a été une source de revenus pour les femmes palestiniennes. Et donc, l'un des premiers organismes, c'était Inaash al-Usra, qui ont monté l'un de ces projets-là. Mais ce n'est pas de ces femmes-là que je vais vous parler. Je vais vous parler d'autres femmes. Par exemple, une femme qui, en fait, est née aux États-Unis. C'est ce qu'on dit, un Arab American. Très, très américaine, mais qui, après les accords d'Oslo, a décidé de rentrer en Palestine. Il y avait encore la vieille maison de la famille était encore là, évidemment parce que c'était à Ramallah, puis Ramallah c'est une grande ville, donc Ramallah c'est une de ces villes qui ont gardé leur maison, la plupart de leurs maisons. Évidemment, ce qui est autour, c'est une autre histoire. Et elle est revenue à sa maison et elle a en fait décidé de rester dans la maison pour s'assurer que justement les Israéliens ne la prennent pas. Donc elle occupe la maison pour qu'elle ne soit pas occupée par les Israéliens. Et ce qu'elle a fait, elle vit seule. Et ce qu'elle fait, c'est que n'importe quand quelqu'un arrive en Palestine, que ce soit quelqu'un comme moi, une chercheuse, moi je faisais de la recherche sur la musique palestinienne, elle les accueille. Elle les accueille. Elle accueille aussi, par exemple, pendant que j'étais là pendant 4 jours, il y a une fille qui, en fait, avait fui sa famille. J'ai jamais compris c'était quoi les détails, mais il y avait
un cas d'abus, un cas, en tout cas, la fille a décidé de quitter sa famille, puis elle est allée rester chez Nadia. Des femmes comme ça sont partout en Palestine. Elle, vous ne trouverez jamais son nom dans un livre. Okay? Peut-être dans un roman. Vous allez trouver dans un roman. Mais vous n'allez jamais la trouver dans un livre. Mais cette femme-là, elle fait à tous les jours de la résistance. À tous les jours. En accueillant ces filles-là, en accueillant des gens comme moi. Puis elle a replanté tous les fruitiers. Elle les a replantés. C'était quand je suis allée dans sa maison. Vous savez comment les exilés, on leur donne toujours une idée un peu idéalisée de leur pays d'origine. Et donc les figuiers, et les orangers, et les citronniers, et tout ça. Imaginez entrer dans une maison où tout ça est là. C'est vrai. J'arrivais pas à le croire. Je suis entrée et il y avait autour de moi, il n'y avait que des fruitiers, de tous les... Puis ça sentait les airs, parce qu'elle avait des airs partout. Et on entre dans la maison, puis à l'intérieur, tout était, la broderie était partout. Et c'est pas seulement esthétique, vraiment, c'était dans les chaises, c'était dans les plats, c'était partout, partout, partout. Et elle préserve ça tous les jours, elle préserve ça, puis elle garde sa maison ouverte. Et quand j'ai voulu lui payer quelque chose, en fait, en lui donnant un cadeau, elle s'est tellement fâchée. Elle voulait rien savoir. Elle m'a dit, c'est pas une relation matérielle et je veux pas que tu me fasses... J'ai pas besoin, en fait, de ton argent. J'ai besoin que quelqu'un m'aide à occuper la maison. Parce que tant qu'il y a des gens qui entrent dans la maison, les soldats ne peuvent pas entrer. Vous comprenez? Vous voyez comment la résistance peut prendre des formes vraiment très subtiles, mais puissantes. Vraiment puissantes. Alors, c'est de femmes comme ça que je voudrais que vous pensiez. Ce sont des femmes qui travaillent derrière les coulisses, qui travaillent dans la discrétion, qui travaillent dans un univers qui est vraiment intime. Mais c'est cet univers intime qui fait que la société palestinienne ne s'est pas encore effondrée autant qu'on pourrait l'imaginer. Parce que aux choses qu'on vit là-bas, croyez-moi, s'il n'y avait pas les femmes dans cette société-là, cette espèce de résistance de tous les jours, on aurait eu des problèmes encore plus gros de ce qu'on voit aujourd'hui. Alors, c'est pour vous donner une petite idée. D'autres femmes qui m'inspirent beaucoup, c'est les écrivaines. Je tenais à vous en nommer quelques-unes parce que je voudrais que vous les découvrez. Je ne veux pas que vous veniez juste que vous preniez mes livres à moi, là. Il y a d'autres femmes. Il y a d'autres femmes qui, moi, m'ont inspirée. Par exemple, évidemment, il y a les classiques. Je ne sais pas si vous connaissez Fadwa Tuqan. Donc, Fadwa Tuqan, c'est l'une des premières poètes reconnues. D'ailleurs, son père, Brahim Tuqan, était un grand poète aussi. Puis Fadwa Tuqan, c'est, je pense qu'on l'écrit T-O-U-Q-A-N, je crois. Elle, c'est au début du XXe siècle, dans les années 50-60. C'est l'une des premières femmes palestiniennes dont la voix on a commencé à entendre. Il y a des artistes, par exemple, comme Mouna Hatoum, qui a fait, en fait, qui est aujourd'hui l'une des grandes artistes du monde. Du monde. On parle qu'elle fait des expositions dans le Tate Modern, en Grande-Bretagne et tout ça. Et qui a fait des expositions, encore une fois, qui relient la résistance et l'intime. Elle a fait une exposition absolument extraordinaire où elle a pris des choses de la maison palestinienne. Par exemple, le savon. Le savon, ce qu'on appelle le savon Nabulsi, qui vient de Naplouse, qui est très très connu, qui est fait de l'huile d'olive. Donc c'est un savon qui mousse pas du tout, parce qu'il est fait de l'huile d'olive, puis il a la couleur de l'huile d'olive d'ailleurs, mais qui est très 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 doux pour le corps. Et ce qu'elle a fait, elle a pris le savon, puis elle a mis des clous partout dans le savon. Alors, vous savez, imaginez quelque chose qui est tellement reconnu partout dans le monde pour sa douceur, mais qui est percé de clous partout. Et donc, c'est pour
expliquer l'existence palestinienne et même l'existence de la femme palestinienne. Il y a un fond de douceur énorme, une tendresse extraordinaire, mais qui est aussi entourée de beaucoup de peine et beaucoup de souffrance. Mais le savon, il reste un bloc là, il ne se casse pas, il est toujours là. Alors, ça c'est une artiste que moi j'aime beaucoup. Il y a des jeunes de votre âge, vous connaissez Soher Hamad? Donc voilà, donc Soher Hamad qui elle est aux États-Unis et qui fait du spoken poetry, n'est-ce pas? Ou slam, je ne sais pas c'est quoi le mot aujourd'hui. Il y a d'autres, par exemple, j'en ai mis quelques noms. Il y a Dima Shihabi qui fait de la poésie, Dima Shihabi qui fait de très belle poésie. Une poète qu'on connaît moins, mais qui est en fait très connue parmi les poètes, dans le monde littéraire, s'appelle Naomi Nye, donc N-Y-E. Et elle, son histoire est encore plus extraordinaire que la mienne, c'est-à-dire qu'elle elle est née d'un père palestinien, d'une mère, je pense, américaine. Elle est entre deux religions et en plus, en fait, elle a été éduquée dans la religion hindoue. Elle parle, je pense, espagnol. En tout cas, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et donc, ça, c'est des femmes qui, à chaque fois qu'elles parlent, il y a 3 ou 4 univers qui s'expriment. On n'est plus dans la vision territoire, nation, identité très circonscrite. Les femmes palestiniennes aujourd'hui, quand elles parlent souvent de leur ville d'origine ou de la ville d'origine de leurs parents, mais aussi de leur ville où elles sont nées, aux États-Unis, au Canada, à Montréal. Elles écrivent souvent dans une langue qui n'est pas l'arabe, mais leur langue aussi est habitée par l'arabe et par leur identité arabe. Et la résistance pour ces femmes-là prend des formes encore plus nuancées. Souvent, on ne les voit pas, se mettre devant un drapeau. Mais chaque poème parle de l'expérience féminine palestinienne, de l'expérience féminine arabe. Elle se questionne, puis elle questionne le monde, elle questionne aussi leur propre, disons, leur propre famille, leur propre entourage, leur propre héritage. Donc ce sont des femmes qui sont pour votre génération et pour la mienne. Moi, je me considère encore jeune. Pour votre génération et pour la mienne, et qui aujourd'hui nous propose un regard qui inscrit la Palestine dans une lutte que je dirais plus grande même que la Palestine, sans vouloir diluer la cause palestinienne. Mais je pense qu'il y a quelque chose d'extraordinaire qui est arrivé maintenant, c'est que les Palestiniens comprennent que leur lutte aussi s'inscrit dans des luttes plus grandes. Qu'en fait, on est plus fort si on se met en solidarité avec les femmes autochtones, si on met en solidarité avec les femmes migrantes qui viennent d'arriver, les Syriennes, si on met avec les femmes latinas, comprenez? Et on commence à avoir une idée, je dirais, portée vers le monde et qui inscrit la Palestine dans le monde. On n'est pas dans une idée circonscrite de la Palestine. Et je pense que ça, c'est une évolution intéressante. C'est vraiment intéressant. Et le discours sur la Palestine, le discours sur la résistance reflète ça. Comme là, aujourd'hui, vous venez d'arriver d'une marche, et là, on me disait que justement, il y avait beaucoup de diversité dans la marche. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Parce que si on va... Parce que la cause palestinienne, c'est l'une des causes justement les plus globales du monde. Je pense que c'est la cause où tu peux aller dans n'importe quel pays et tu vas trouver quelqu'un qui a une opinion sur la cause palestinienne. Alors, c'est normal que ça s'inscrit dans cela. Alors, je ne vais pas parler plus, je vais vous laisser me poser des questions, puis on va continuer comme ça. Mais je voulais peut-être... vous lire un petit extrait. J'hésite. Est-ce que je voulais l'une des poètes que je vous ai nommées?
Oui? Vous voulez les découvrir? Oui. Est-ce que ça vous dérange si, si c'est en anglais? Parce que je n'ai pas trouvé en français. Ça va? C'est pour tout le monde? Ça va? Ok, merci. Je vais vous lire de... C'est intéressant, je vais vous lire le poème de Naomi. Il s'appelle Arabic. Ça vous dit une idée, vous allez voir. The man with laughing eyes stopped smiling to say, "Until you speak Arabic, you will not understand pain." Donc, elle est palestinienne, mais elle ne parle pas l'arabe. Okay? Something to do with the back of the head. An Arab carries sorrow in the back of the head, that only language cracks, the thrum of stones. Weeping, grating, hinge on an old metal gate. "Once you know," he whispered, "you can enter the room whenever you need to. Music you hear from a distance." Outside, the snow had finally stopped. In the land where snow rarely falls, we had felt our days grow white and still. I thought pain had no tongue, or every tongue at once, supreme translator. I admit my shame, to live on the brink of Arabic, tugging its rich threads without understanding how to weave the rug. I have no gift, the sound, but not the sense. I kept looking over his shoulder for someone else to talk to, recalling my dying friend who only scrawled, "I can't write." What good would any grammar have been to her then? I touched his arm, held it hard, which sometimes you don't do in the Middle East, and said, "I'll work on it," feeling sad. For his good, strict heart, feeling sad for his good, strict heart. But later in the slick street, he hailed a taxi by shouting, "Pain!" And it stopped in every language and opened its doors. Donc ici, elle parle justement du fait qu'elle ne parle pas l'arabe. Et ce monsieur qui lui dit, si tu ne parles pas l'arabe, tu ne vas jamais comprendre la peine arabe. Mais à la fin, il dit peine, parce qu'il est en train de souffrir. Et le taxi, dans toutes les langues du monde, lui ouvre la porte. Pour dire que la peine est quand même universelle. Et on peut comprendre aussi la souffrance de cet homme-là, même si on ne partage pas sa langue. Donc c'est pour vous dire que on peut bien ne pas parler arabe ou ne pas être arabe, mais on peut aussi être solidaire avec cet homme-là. Donc c'est intéressant, j'aime beaucoup ce poème parce qu'on voit très très bien justement la position un peu délicate de la nouvelle génération des femmes palestiniennes. Donc cette femme qui se pose une question sur son identité, qui veut être proche de cet homme-là, de ce grand-père, qui lui tient la main. Tu sais, c'est comme si elle veut revenir un peu, elle veut s'attacher à son pays, à son identité d'origine, qui au début lui dire, mais non, tu pourras jamais comprendre, tu parles pas l'arabe, comment tu parles? Tu pourrais pas, c'est comme si elle avait perdu quelque chose. Mais à la fin, quand même, toutes les portes lui sont ouvertes dès le moment où il dit, j'ai de la peine. Alors, elle est en train de dire, moi-même, même si je ne parle pas l'arabe, je comprends ta peine et je peux être solidaire avec toi. Donc ça c'est le discours des femmes aujourd'hui, des femmes palestiniennes que je connais, qui sont en fait des femmes, je l'ai choisie parce que je pense que c'est une femme comme vous. Excusez-moi les hommes là, mais c'est des femmes et des hommes comme vous, voilà. Et qui probablement se posent beaucoup de questions sur quelle est ma place par rapport à cette lutte-là. Est-ce que quel est mon rapport à ma propre identité, que vous soyez palestinien ou pas, parce qu'il y a beaucoup justement de gens qui se posent la question, qu'est-ce que mon pays est en train de faire là-bas au Moyen-Orient? Donc quel est mon rôle, que je sois canadien ou québécois ou américain ou tout ça. Et aujourd'hui, donc, la lutte prend des formes très, très subtiles. Ce n'est pas pour dire qu'il ne faut pas manifester, il ne faut pas faire des slogans, parce que parfois, un message clair, il faut qu'il soit tambouriné, n'est-ce pas? Mais il faut, ce que je voudrais que vous imaginiez, c'est à la fois un discours de lutte, un discours clair, mais aussi un discours qui se questionne. Parce que c'est comme ça qu'on va sortir des dogmes. On ne veut pas reproduire des dogmes.
On veut à la fois lutter contre des dogmes, lutter contre la violence et produire quelque chose à sa place. Créer quelque chose à sa place. Donc, il faut être dans un questionnement de soi, sinon on va se renfermer sur soi et on va se renfermer sur ses certitudes. C'est bon? Voilà, excusez-moi, j'ai sermonné un peu à la fin. Alors, si vous avez des questions, allez-y. Moi, je pense que je préfère vous écouter. Oui? Oui, donc, merci. Je voulais savoir s'ils étaient originaires d'où vos parents? Les deux sont en fait de la Galilée. Donc mon père est d'un petit village aux alentours de Acre. Vous connaissez Acre, oui, qui est très très au nord. Et ma mère vient d'un village qui s'appelle Safourié, qui est aux alentours de Nazareth. Et qu'en fait, Safourié est aujourd'hui... Vous savez, quand on est revenu en Palestine la première fois, évidemment, on est allé chercher nos anciens villages. Et le village de mon père, il n'existe plus. En fait, il y avait comme une espèce de kibbutz à sa place. Et d'ailleurs, c'est drôle parce qu'on n'était sûrement pas les premiers à venir. Parce que tout de suite, quand on est arrivé, il y a un monsieur qui est arrivé, puis il était comme « Oh, n'entrez pas ici, n'entrez pas ici ». Et on disait « Non, non, mais on veut juste visiter ». Il restait quelques maisons. Donc, on est allé visiter les maisons. Il restait la petite école où mon oncle est allé jusqu'à 6e année. Et il restait un monument. En fait, c'est le tombeau d'un vieux sage qui était très respecté dans le village. Et ce qu'on m'a raconté, c'est que jusqu'à aujourd'hui, les descendants du village, donc du village de mon père, les jeunes couples, quand ils se marient, ils vont là pour en fait faire une prière pour que le sage homme leur donne sa bénédiction. En fait, et c'est ça qui agaçait les gens du kibbutz, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui revenaient tout le temps comme un rituel. Mais ma mère, elle vient de Tzipori, qui est aujourd'hui on appelle Tzipori en hébreu, qui est en fait une ancienne ville romaine, une grande ville romaine. Et aujourd'hui, il y a plein c'est un site archéologique. Mais évidemment, quand on fait les tours, des colonnes roumaines et des mosaïques roumaines et tout ça, mais on n'a aucune indication qu'il y avait un village arabe là. Vous voyez, ça ne fait pas partie de l'archéologie. Ah voilà, ils venaient de la Galilée les deux. Ouais. J'avais une autre question aussi. C'est un peu personnel et tout, mais quand vous allez justement en Palestine, vous passez par la Jordanie ou vous passez vraiment par Israël? J'ai passé, mais parfois comme ça et parfois comme ça dépend. En fait, pour être parfaitement honnête, pour moi, c'est plus simple d'y aller du côté de Tel Aviv à cause de la famille, non, à cause de ma belle famille. Oui, c'est ce que je pense. Parce que ma belle famille, ils sont du côté israélien, évidemment, ils sont dans un village arabe, d'ailleurs, dans une petite ville arabe, je ne dirais pas un village, ils sont 30 000. Vous savez, quand même. Mais ils sont à 30 minutes de Tel Aviv. Et en fait, ils sont littéralement sur la frontière entre la Cisjordanie puis Israël. En fait, en 67, ils étaient du côté de la Cisjordanie. Et après ça, il y a eu, je ne sais pas, la frontière a bougé comme tout bouge. Puis ils se sont rendus du côté, en fait, ils se sont retrouvés de l'autre côté. Tulkarem, qui est le village le plus près du côté de la Cisjordanie, est littéralement 5 minutes en voiture. C'est vraiment, en fait, ce qu'ils font. Et ça, c'est des formes de solidarité aussi. Ce qu'ils font les Palestiniens du côté israélien, c'est qu'ils font leur magasinage du côté de Tulkarem. Et les Israéliens, il y a beaucoup de mariages d'un côté ou comme de l'autre. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Israël a fait des lois pour empêcher ça. Parce que ce qui est arrivé, c'est qu'ils ne veulent pas de la solidarité. Et toutes les barrières, c'est pour ça. C'est pas seulement pour des questions de, entre guillemets, sécurité, mais c'est pour couper tous les liens économiques entre les Palestiniens du côté israélien et du côté
du côté de la Cisjordanie. Et jusqu'à date, vous n'avez jamais été sur la liste noire? Est-ce que vous pouvez toujours y aller? Je ne sais pas, c'est bizarre, mais en fait, c'est là où, en fait, je joue un truc, c'est-à-dire que quand je voyage seule, on me cause beaucoup de problèmes. C'est très difficile. Je me fais interroger par 3-4 personnes, je suis là pendant 2 heures, 3 heures parfois. C'est vraiment très, très difficile. Quand je voyage avec mon mari, je joue à l'idiote. Je dis, je ne parle pas hébreu, et puis je laisse mon mari parler en hébreu avec eux, et moi je fais comme... Votre mari parle hébreu? Oui, il parle arabe, hébreu, allemand, anglais. On les... Vous voyez? Mais lui, il parle hébreu, oui, parce qu'il a grandi là-bas. Il a quitté à 18 ans. Ouais. Donc, c'est plus facile quand je voyage avec lui. Mais c'est très difficile quand je voyage seule. Surtout, une fois, je suis allée là pour une... il faut surtout pas leur dire que je suis là pour une conférence ou pour une recherche. Je suis là pour voir votre beau pays. Oui, c'est ça. Je vais faire du tourisme. Oui. C'est ça. Mais parce que s'ils voient conférence, recherche, n'importe quoi, ils veulent surtout pas que... Justement parce qu'ils savent qu'il y a beaucoup de solidarité de la part des académiques, des intellectuels. Ils veulent surtout pas... Et les professeurs et les chercheurs palestiniens sont très isolés. Donc, ils essayent d'empêcher vraiment toute forme de coopération à travers la recherche. On avait fait un livre sur la musique palestinienne et on avait fait la rencontre une fois à Jarash parce que c'était trop compliqué. Mais la deuxième fois, on a insisté, on a dit non, on va le faire à Jéricho. Et on est allé à Jéricho, mais ce jour-là, je te dis, j'ai failli manquer l'avion. Ah, oui, ils m'ont vraiment... On m'a mis, je ne sais pas si vous connaissez, il y en a qui sont allés en Israël? Bon, en Palestine, oui, c'est ça. Très bien. Alors, mais je dis Israël quand je suis avec eux, parce que c'est vraiment pas la Palestine quand je suis avec eux. Mais quand... Ouais, et j'avais, moi, un passeport, en fait, j'avais un passeport spécial pour Israël. J'avais 2 passeports canadiens. J'ai un passeport ordinaire, puis un autre passeport pour la question de l'étampes. Parce que moi, n'oubliez pas que j'ai de la famille en Syrie et au Liban. Et qu'il ne faut vraiment pas que j'aille... une fois, il y a la dame qui a remarqué que, en fait, mon passeport, il n'y avait que des étampes israéliennes. Elle m'a dit, ah oui, this is a special passport for Israel. Et moi, j'ai eu l'intelligence de lui dire, Israel is a very special country. J'ai payé le prix. J'étais là pendant 4 heures. On m'a fait tout, là, l'espèce de tout ce que vous voulez. On m'a fouillé, je ne sais pas combien de fois, et la valise et tout, et tout, et tout. Ça, c'était un peu difficile. Et ce qui était difficile aussi, ils ont interrogé... il y avait ma belle-mère qui était avec moi, mon beau-père qui était avec moi, ils les ont interrogés aussi. Ça, c'est plus difficile quand ils font ça. Mais on m'a fait ça aussi du côté du Liban. Donc, cet été-là, non, j'ai fait toutes les erreurs qu'il ne faut pas faire cet été-là. Cet été-là, je devais absolument aller au Liban parce qu'il y avait ma cousine qui se mariait et j'avais acheté deux billets séparés. Donc, Jordanie, Tel Aviv, Jordanie, puis ensuite Jordanie, Beyrouth, Jordanie, puis ensuite Jordanie, Montréal. OK? Mais il y a quelqu'un qui a dit, en tout cas en Jordanie, je pense que j'ai été surveillée. Et j'arrive au Liban, le Mukhabarat, ce qu'on appelle le Mukhabarat, donc l'intelligence, ils m'attendaient à la porte de l'avion. Ils sont venus me prendre, monsieur en gros comme ça, là, 6 pieds 4. Puis il a commencé à me poser des questions. Où est-ce que tu as été? Je dis j'étais en Jordanie. Puis il me dit avant Jordanie, j'étais à Montréal. Je dis entre Montréal et la Jordanie. Là, finalement, après 2 heures d'interrogation, je dis écoutez, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez que je vous dise que j'étais à Tel Aviv? J'étais à Tel Aviv. Qu'est-ce que vous pouvez? Il me dit oui. Là, il était un peu mal parce qu'il ne s'entendait pas à ça. J'ai dit, écoute, je voyage avec mon passeport canadien, donc je suis citoyenne canadienne. Si vous voulez me traiter comme une réfugiée palestinienne, je peux vous montrer mon document de réfugiée palestinienne. Okay?
Mais là, elle me dit non, 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 ça va. C'était comme... Mais on m'a interrogée et ils sont allés, même chose, il y avait ma famille qui m'attendait à l'aéroport. Ils ont pris tous leurs passeports, tous leurs coordonnées. Et ça, c'est très difficile. Vous voyez? Une autre fois, qui était aussi très difficile à la frontière, à l'aéroport de Beyrouth, en fait, on était en Palestine et le soldat, on avait demandé au soldat de ne pas étamper les passeports. Il a décidé ce jour-là d'étamper le passeport de mon bébé qui avait 2 mois. Donc, je ne sais pas, c'était par mesquinerie, évidemment, qu'il voulait faire ça. Et nous, on devait aller à Beyrouth après. On s'est dit, bon, un bébé de 2 mois, peut-être qu'ils ne vont pas remarquer, qu'il faut... En tout cas, on arrive aux douanes et le monsieur là qui était à l'aéroport, je ne sais pas, mais il n'a pas remarqué les temps. Donc on dit, on est entré. En ressortant pour rentrer à Montréal, ils ont vu les tempes. Et ce qui m'a vraiment brisé le cœur, c'est qu'ils sont allés... En fait, ils ne pouvaient rien faire parce qu'on partait, tu vois. Mais ce qu'ils ont fait, c'est que sur chaque étampe, il y a le code, le numéro de l'employé. Donc, ils sont allés chercher le numéro de l'employé qui avait étampé le passeport de Zada, en fait, pour lui dire que tu peux entrer au Liban. Et ce monsieur-là a été renvoyé. Donc, un employé libanais qui, tu sais, en fait, il avait eu la gentillesse de nous laisser passer, puis il a perdu son emploi. Donc, ça, c'est des choses dures. C'est vraiment des expériences très dures. Et c'est toujours très stressant pour nous quand on voyage. Parce que là, il faut cacher les passeports canadiens, il faut ressortir les passeports israéliens, il faut cacher le document de réfugié. En tout cas, c'est vraiment... Quand vous arrivez en Palestine, comme ça, c'est... Oui, quand on a... Oui, mais c'est jamais... Pour moi, c'est toujours très difficile, la Palestine. Mais il faut y aller. C'est pour ça que j'y vais chaque année. C'est très important. J'ai une dernière question. Oui. Vous allez où exactement en Palestine? Je fais le tour partout. Je visite toujours, en fait, parce que j'ai des chercheurs avec qui je travaille. Donc Ramallah, Jérusalem, beaucoup. Un peu moins à Bethléem et Naplouse. Et du côté de Palestine 48, c'est le village de mon mari, Taïbé. Puis ensuite, on va aussi souvent à Nazareth parce qu'on a de la famille là-bas. Mais aussi, on fait toujours une visite du pays pour les enfants. Donc, c'est très important pour eux. Je veux qu'ils voient le pays, qu'ils voient qu'ils ont un beau pays, qu'ils voient ça, que c'est leur pays. La dernière fois, on est allé, on a traversé le désert et on a décidé d'aller du côté de Taba, donc du côté de l'Égypte, parce que j'allais certainement pas rester à Eilat et payer de l'argent à Israël. Donc j'ai traversé la frontière du côté de Taba, mais on a visité. Puis non, mais je fais le tour du pays à chaque fois. C'est pas un très grand pays, hein, c'est pas le Canada. On peut faire ça là, en 5 heures de voiture, du nord au sud, ça va. Oui. En parlant de déplacement à l'intérieur du pays, comment ça se passe? Est-ce qu'on vous arrête souvent? Est-ce que vous passez à travers les checkpoints? En fait, ce qui est difficile, tu peux entrer facilement en Cisjordanie, c'est la sortie qui est difficile. Ah oui? Oui, la sortie est très difficile. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est à la sortie qu'ils m'arrêtent souvent. Et il y a des... Parfois, on triche, parfois, on prend des... puisqu'ils ont la plaque Israël, tu sais, on peut prendre les routes des Juifs, mais il ne faut pas qu'ils nous arrêtent. C'est-à-dire que s'ils nous arrêtent et ils voient qu'on est des Arabes, on est mal foutus. Mais puisqu'il n'y a aucune d'entre nous qui porte le voile, donc ils ne voient pas tout de suite qu'on est en... Mais quand, par exemple, ma belle-mère est avec moi, on se fait toujours arrêter. Parce qu'elle, elle porte le voile. Toujours. C'est fou. Constamment. Ouais. C'est pas facile, mais c'est pas grave. Moi, je me console, je me dis, ça les écœure encore plus de nous voir. Crois-moi. C'est ça. Voilà. D'autres questions sur les femmes? Justement, vous avez dit quelque chose par rapport à une femme, je pense, si je me souviens, son nom c'est Nadia. Oui. Celle qui est allée occuper sa maison, en guillemets.
Je me demandais, je trouve ça vraiment puissant comme statement, puis je me demandais si vous avez eu la discussion avec elle de qu'est-ce qui l'a poussée à quitter les États-Unis pour aller justement occuper la maison qui appartenait, j'imagine, à ses parents ou Oui, oui, Ouais. la maison appartenait à ses parents. Mais je pense que c'est une femme qui, même aux États-Unis, était un peu une femme révoltée. Je pense que c'était pour elle une façon aussi d'affirmer sa liberté, même par rapport à sa famille aux États-Unis. Donc, c'est pas pour rien qu'elle est venue en Palestine pour s'établir et vivre seule, ce qui n'est pas facile parce que Ramallah devient de plus en plus, même si c'est une ville très cosmopolite, c'est une ville qui devient de plus en plus conservatrice. Mais elle, c'est comme si les règles, tout le monde connaît Nadia. Donc, les règles ne s'appliquent pas à Nadia. Donc, elle se promène en bretelles, les cheveux courts, en short, aucun problème. Tu sais, c'est Nadia. Tu sais, les règles ne s'appliquent pas à elle. Donc, mais aussi, je pense qu'elle vient aussi d'une des grandes familles de Ramallah. Il y a aussi une question de classe. Il ne faut pas nier ça. Okay? Les familles qui ont encore des maisons à Ramallah, c'était des familles qui étaient déjà des familles aristocratiques, des familles riches de Ramallah. Parce que Ramallah, ça a toujours été une ville importante et riche. Voyez? Donc, ces gens-là qui ont encore des maisons, c'est des gens qui avaient des terrains, qui aujourd'hui, tout ce qui reste, c'est la maison puis ce qui est autour de la maison. Donc, elle avait les moyens aussi de retourner. D'ailleurs, il ne faut pas oublier qu'après les accords d'Oslo, il y a eu 90 000 quand même Palestiniens qui sont retournés s'installer en Palestine. C'est pas... Puis la plupart se sont installés à Ramallah. Ils étaient d'abord à Jérusalem, mais maintenant la situation à Jérusalem est tellement difficile, c'est vraiment terrible, que la plupart maintenant ils vont à Ramallah. Et c'était pour elle comme un statement, à la fois pour elle, mais aussi pour la cause. Ouais. Oui, attends, je vais juste voir s'il n'y a pas d'autres questions. Est-ce qu'il y en a d'autres qui voudraient... Non? Des hommes? Ok, vas-y. Je me demandais en fait si cette femme était mariée, musulmane ou chrétienne. Elle n'est pas mariée. Je pense qu'elle est chrétienne. Et je pense en fait qu'elle était homosexuelle aussi. Parce qu'elle elle vivait en couple avec une autre femme. Fait que vraiment, elle brisait tous les tabous. C'est ça qui était superbe avec cette femme-là. Je l'adorais parce qu'elle brisait tous les tabous. Mais à la fois, elle vivait dans cette maison qui incarnait la Palestine traditionnelle. Il y avait quelque chose d'assez extraordinaire dans cette expérience-là. Oui. Non, je demandais parce que quand je suis allée en Palestine, justement cet été, j'ai eu la chance d'aller à Jéricho rencontrer les femmes qu'on décrivait comme étant les best women palestiniennes. Ah. Et ces femmes-là, justement, j'ai eu l'occasion de les côtoyer et tout, et elles m'ont dit on est heureuse et on est libre, entre autres parce qu'on n'est pas mariés. Oui. Et elles étaient toutes plus de 35 ans. Oui. Ouais. C'était vraiment... Oui, mais en fait, c'est un phénomène sociologique on voit maintenant, pas seulement en Palestine, mais partout dans le monde arabe. C'est parfois analysé comme chose de négatif, mais en fait, il y a beaucoup de femmes aussi qui, justement, ont établi d'autres parcours qui ne sont pas le parcours du mariage. Fait que oui, elle n'était pas mariée, puis sa copine n'était pas mariée, et souvent les femmes qui venaient rester chez elles, c'était des femmes qui quittaient leur mari ou qui quittaient leur famille, souvent parce qu'ils ne voulaient pas se marier. Donc oui, il y a cet enjeu-là, c'est vrai, tout à fait. Mais en même temps, il y a une grande souffrance aussi des femmes qui veulent se marier, puis qui n'arrivent pas à se marier, puis il y a encore beaucoup de tabous, pas de tabous, mais tu sais, la femme, après 30 ans, si elle ne se marie pas, c'est comme si elle n'a pas de vie. Et ça existe encore. Et c'est très difficile. La pression de la société, oui, c'est très difficile. Très difficile parce que, et je dirais du côté des villages palestiniens, israéliens, et je dirais que c'est encore plus difficile. Parce qu'en plus de cette pression sociale, on a la pression politique. On vit vraiment de nos jours, là, la situation très difficile pour les Palestiniens israéliens. Tu sais, la discrimination, le sentiment, tu sais, avant c'était beaucoup plus, disons, latent, mais maintenant c'est vraiment, tu sais, il y a une chose que, c'est-à-dire que tu sais, les opportunités d'emploi, mais pour les femmes, vous imaginez,
encore plus difficile. Et donc d'avoir à la fois de la pression de l'extérieur, mais de l'intérieur aussi, c'est très difficile. Très difficile. C'est pas facile la situation des femmes palestiniennes. Non. Oui, Dali. Vous avez dit tantôt, vous avez dit que la lutte aujourd'hui doit prendre, entre autres, la forme de questionnement. De quel genre de questionnement? J'aimerais ça, si vous pouvez élaborer un peu sur ça. En fait, moi, il y a une chose que j'ai appris. Toute bonne critique doit être accompagnée d'une autocritique. Si vous allez faire une critique envers une situation, envers un enjeu, envers une injustice, il faut être capable aussi d'être critique par rapport à soi-même. Okay? Quand je dis être critique par rapport à soi-même, ce n'est pas les discours qu'on entend, les discours faciles qu'on entend, qu'on sort, puis là on dénonce l'oppression des femmes arabes, puis on dénonce... Ça, c'est vraiment facile. Okay? Mais un questionnement sur soi-même. Qui suis-je? Comment je peux contribuer en tant qu'individu? Quelle part en fait, quel dogme est-ce que moi-même qui m'habite à moi? Parce que si on veut, si c'est très bien de critiquer les autres, mais il faut penser qu'on est en train de construire quelque chose. On n'est pas tout le temps dans l'opposition. Il faut penser aussi qu'on veut construire quelque chose. Et pour construire quelque chose, il faut se poser des questions sur quelle société moi je veux que ma société soit. Quel rôle pour la femme arabe je veux que la femme arabe ait. Okay? Et pour qu'on n'aille pas des réponses toutes faites, des réponses prêtes à porter, il faut qu'on se pose des questions. Qu'est-ce qu'on veut aussi? Quels sont nos idéaux? Quelles sont nos valeurs? Quels sont nos problèmes? Quels sont nos enjeux à nous? Donc, il faut poser ces questions-là. Je ne peux pas te dire directement c'est quoi. Chacun doit se poser la question. Mais moi, je ne suis plus dans la... tu sais, il y a des problèmes dans nos sociétés aussi. Il y a d'énormes problèmes. Il faut qu'on ait le courage de se le dire. Mais pas pour aller en faire une espèce de performance devant le monde, mais pour qu'on puisse se construire nous-mêmes. Ça, c'est vraiment très important. Et les femmes, on est bien équipées pour ça, parce qu'on est des bonnes négociatrices. On est toujours en train de négocier mille et une choses. Mille et une choses. Des relations contradictoires, des lieux contradictoires. On est toujours dans la négociation. Des générations, on est à la fois avec les parents, avec le mari, avec l'enfant. On est à la fois avec le travail, avec la famille. On est à la fois entre notre intimité de femme, notre sexualité des femmes et l'image publique qu'on présente de la femme. S'il y a quelqu'un qui est capable de faire ça, de traverser tout ce terrain miné, puis d'avoir des solutions créatives, ce sont les femmes. C'est pas pour vous enlever quoi que ce soit, les hommes, là, mais il faut bien écouter les femmes. Voilà. Oui? Oui, bien sûr. Juste, je veux pas que le temps vous... Ok, c'est bon. Allez. Moi, je suis né en Algérie et la scolarisation et l'accès à l'éducation des femmes a beaucoup permis aux femmes de prendre la place dans la société. Ouais. Contrairement à ce que les idées préconçues, dans le Maghreb, l'Algérie, le Maroc, l'Égypte, même le Mali, les femmes sont très scolarisées et c'est d'ailleurs elles qui étaient derrière tous les mouvements de révolte populaire. Oui, on peut inclure la Tunisie là-dedans aussi. Oui, absolument. Oui, absolument, surtout la Tunisie. Puis, je veux dire, est-ce que dans les territoires occupés en Palestine, est-ce que les femmes ont accès à cette éducation? Est-ce qu'ils ont accès à la scolarisation autant que dans les pays du Maghreb, du Grand Maghreb? Je dirais qu'il y a toute une génération, ma génération par exemple, la génération de mon père, en fait, cette génération-là, les Palestiniens sont parmi les plus scolarisés du monde arabe. Juste en termes de diplôme, et pas seulement de scolarisation, de diplôme de baccalauréat, mais de niveau de scolarisation. Donc les femmes palestiniennes sont extrêmement scolarisées. Mais là, on a un phénomène nouveau que moi je vois dans les camps de réfugiés, par exemple, au Liban. Je vous parle des lieux que je connais. Et la situation dans les camps,
c'est une catastrophe. C'est vraiment une catastrophe. Parce que ce qui est arrivé, c'est que la lutte nationaliste, en fait, avait vraiment inscrit l'éducation comme une arme pour la lutte. Okay? Et c'est ça qui a fait que mon père a pu sortir du camp. Mon père est sorti du camp parce qu'il avait, en fait, parce qu'il était, il était brillant. Il a une photo de lui à 10 ans en train de réciter de la poésie dans l'école de l'Honorois. C'est qu'il me montre à chaque fois. Puis là, il le montre à mes enfants. Et en fait, il a reçu une bourse à cette époque. Il a reçu une bourse de l'Égypte, de Jamal Abdel Nasser, qui lui a permis d'aller étudier en Égypte. Ensuite, il a décidé de faire une manifestation parce qu'il pensait que Jamal Abdel Nasser allait faire une entente avec Israël, que Jamal Abdel Nasser l'a renvoyé. Il m'a dit, ah bon, je te donne une scolarité, et ce que tu fais, tu fais de la manifestation contre moi. Donc, il a été expulsé, il est allé en Syrie, puis il a terminé en Syrie ses études, et c'est là qu'il a rencontré ma mère, qui, elle, était à l'université, étudiait la littérature arabe. Donc, il y a toute une génération très scolarisée qui m'a permis à moi d'avoir un doctorat. Ce qui arrive maintenant, depuis la guerre civile au Liban, c'est-à-dire que, et depuis, je dirais, l'intifada, la deuxième intifada, qui est contrairement à la première intifada, était une intifada qui avait été tout de suite reprise par les différents groupes et factions politiques, et qui avait tout de suite été instrumentalisée et aussi armée. Ce qui est arrivé, c'est que beaucoup de ces enfants-là, au lieu d'aller à l'école, on leur a donné des armes, on leur a dit allez lutter. Et aujourd'hui, dans les camps, il y a aussi les écoles de l'UNRWA qui sont complètement débordées. Ils n'arrivent plus. Ils ont en fait deux horaires, un horaire le matin, un horaire le soir, parce qu'il y a tellement d'enfants. Puis on n'arrête pas de couper dans l'assistance pour l'UNRWA, le financement, ce qui fait qu'aujourd'hui, le taux de scolarité est en train de descendre. Et on voit de plus en plus d'enfants qui ne sont pas à l'école, qui devraient être à l'école. Et ça, c'est une génération perdue. C'est vraiment une génération perdue. Et ça, j'ai beaucoup d'inquiétude, moi, par rapport à ça. Parce que les personnes qui vont payer le prix, c'est les femmes. Les jeunes filles qui vont devenir femmes après, c'est elles qui vont payer le prix pour ça. Mais il y a encore une génération, comme là, ces deux premières générations, celle de mon père et celle de la mienne, qui sont aujourd'hui un peu partout dans le monde et qui continuent en fait à soutenir. Il y a des réseaux de solidarité énormes entre les Palestiniens en exil et les Palestiniens à l'intérieur des camps. Si on n'a pas encore eu de famine dans les camps de réfugiés, c'est parce que chaque personne dans le camp de réfugiés a une personne qui vit ailleurs dans le monde qui la soutienne financièrement. C'est la seule raison pourquoi on n'a pas encore de famine dans les camps de réfugiés. Mais ce réseau-là, il ne peut pas remplacer l'éducation. C'est très difficile. Donc, voilà. Désolée de vous donner mauvaises nouvelles, mais... D'autres questions? Excusez-moi. Moi, je me demandais si vous avez visité, parce que vous avez parlé des femmes dans les camps, des femmes, si on peut dire ça, les réfugiés, ou les femmes en Cisjordanie. Est-ce que vous avez eu la chance d'aller à Gaza? Gaza, c'est très difficile. Gaza, c'est une prison. C'est vraiment une prison. Je n'ai pas été capable d'aller à Gaza. À moins que tu aies une famille directe à Gaza, c'est extrêmement difficile d'aller. Donc moi, j'ai pas été, hélas, j'ai pas été à Gaza. Mais ce que je fais, en fait, dans le roman, je parle du bombardement de Gaza en 2009. Et ce que j'ai fait, c'est que je suis allée chercher les témoignages des médecins qui étaient à Gaza pendant le bombardement. Donc les gens qui étaient là sur place. Et c'est là où j'ai pu chercher de l'information de Gaza. Je connais un professeur à Birzeit, à Ramallah, qui en fait, lui, il est gazaoui, puis il a de la famille à Gaza. Même pour lui, c'est très difficile d'y aller. Très difficile, mais la situation est difficile. Et moi, pour moi, je ne peux pas circuler. En Cisjordanie, pour moi, c'est facile de circuler. Avec mon passeport canadien, je peux y aller facilement. Mais à Gaza,
impossible, quasiment impossible. C'est vraiment une prison, c'est pas une exagération. Ouais. Moi, j'ai une question concernant les réseaux de résistance entre les femmes palestiniennes. J'assume le rôle de ceux qui ne connaissent pas le contexte palestinien, mais il me semble que la vision que beaucoup de personnes ignorantes comme moi ont, c'est on pense aux femmes palestiniennes, on ne pense pas à la lutte des classes qui peut exister entre les femmes palestiniennes, et je m'étais renseignée là-dessus, et ça avait été mentionné vite fait dans un texte qu'il y a quand même des dissensions dans la résistance et qu'il y a des oppositions entre les femmes des classes plus élevées et le reste, et j'ai l'impression que nous, on ne renvoie jamais cette image. Donc vous parliez des résistances qui sont de plus en plus connectées, de plus en plus solidaires, donc cosmopolites, mais aussi entre les classes. Comment est-ce que ça fonctionne? Ah non, mais c'est sûr qu'il y a des, c'est sûr qu'il y a des tensions de classe. Et, juste pour vous donner de l'information, en fait, dès le départ en 1948, et là je vous fais entrer dans le discours interne palestinien, en fait, la majorité des Palestiniens qui ont été déracinés, c'était des paysans. Donc des paysans qui venaient vraiment des classes très, très, très basses. Et il y a vraiment le sentiment que l'aristocratie palestinienne, à l'époque, en fait, a fait céder très, très vite. Qu'en fait, il y avait déjà, ils étaient trop proches des Ottomans, ils étaient trop proches des Britanniques, et qu'en fait, il y a eu des tractations qui ont fait qu'on a perdu la terre. Donc, il y a des tensions au niveau des classes, ça c'est certain. Et aujourd'hui, en fait, la lutte nationaliste a atténué beaucoup de ça, parce que une fois dans l'exil, on était tous des exilés, n'est-ce pas? Et le fait qu'il y a eu comme aussi ce mouvement pour l'éducation a beaucoup changé la situation. Mais par contre, ce qui arrive, là je vais entrer dans des détails un peu plus, ce qui arrive, c'est qu'à partir des accords d'Oslo de 93, quand le monde a décidé qu'on va créer 2 États, puis on va aider les Palestiniens à créer un État, donc là il y a eu un flux vraiment énorme d'organismes, d'ONG non gouvernementaux, internationaux, d'agences de développement qui ont envahi le pays. Ils ont envahi le pays sous prétexte qu'ils vont aider les Palestiniens. En fait, ce qu'ils ne savaient pas, c'est que les Palestiniens là-bas avaient déjà leur réseau de résistance. Il y avait des organismes communautaires grassroots, qu'on dit grassroots, qui étaient en fait c'est ce qu'on appelle des comités culturels. Chaque village avait son comité. Et c'était des comités solidaires, des comités bénévoles, des gens qui allaient recueillir, qui allaient recueillir le folklore, qui créaient des projets justement de broderie, de choses, un mouvement qui était communautaire, qui a été complètement supplanté par ces ONG qui sont arrivés avec leur argent. Ils ont dit, bon, on va vous engager, vous les Palestiniens, on va vous donner des salaires, et là vous allez faire de l'humanitaire, vous allez construire votre pays. Sauf que ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé 2 classes. C'est-à-dire les gens qui travaillaient bénévolement au sein de leur village, tout à coup, avaient maintenant des salaires comme des salaires nord-américains et qui travaillaient pour un ONG international qui a des intérêts internationaux complètement découpés des intérêts du village. Et ça créait 2 classes. Déjà, ça créait 2 classes au niveau du mouvement communautaire et de la résistance communautaire. Ça a beaucoup nuit. Beaucoup nuit. Alors ça, il y a des problèmes de classe à ce niveau-là aujourd'hui. Et s'il y a un problème au niveau de la construction de l'État, c'est parce que l'État qui était en train d'émerger de lui-même, on l'a complètement, en fait, on l'a écarté. Oui, et là, aujourd'hui, on a ces problèmes-là. Ceux qui sont salariés par les ONG internationaux vivent comme des rois. Et ceux qui travaillaient bénévolement, bon, mais ils n'ont plus les moyens de faire ce travail-là. Vous aviez une autre question? Oui, non, c'est ça. C'était pour avoir la continuité de ça, les ONG qui viennent aussi imposer leur point de vue. Mais ça, c'était... Il y a un livre très intéressant sur ça, c'est... Oh là là, j'ai un trou de mémoire. C'est Tabar, Linda Tabar, T-A-B-A-R ou T-A-B-E-R, et Sari Hanafi, H-A-N-A-F-I.
c'est Arab Governance ou quelque chose comme ça, là. Et ça parle justement de l'effet des ONG. En fait, c'est le même problème. C'est pas seulement à la Palestine, c'est le même problème en Haïti. C'est le même problème en Haïti. C'est un État d'ONG. Et sous prétexte qu'on veut s'assurer que l'argent n'est pas corrompu, puis l'argent n'est pas ci, n'est pas ça, mais c'est une autre forme de colonisation, tout simplement. Oui. En parlant des ONG, est-ce qu'on peut vraiment poser la question à propos de la représentation féminine dans la politique, disons, en Palestine? Est-ce que les femmes arrivent à prendre des décisions? Mais il y a des mouvements importants. Les femmes sont très impliquées dans tout ce qui est mouvement communautaire. Vraiment, elles sont très... En fait, elles étaient les pionnières. C'est elles qui ont fait tout ce travail-là. Mais là, aujourd'hui, ce discours-là est un peu tordu parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'on dit à ces femmes-là, bon, là, on va vous donner de l'argent. C'est USAID. On va vous donner de l'argent pour monter un projet sur les droits des femmes. D'accord? OK, très bien. Les droits des femmes selon qui? Les droits des femmes selon les États-Unis. OK, c'est bon. Sauf que ces femmes-là étaient déjà en train de faire un travail à travers justement la microéconomie, à travers les réseaux de solidarité entre femmes. Elles étaient déjà en train de contribuer aux droits des femmes palestiniennes, mais à leur façon. À leur façon. Puis là, du coup, ils sont obligés d'entrer tout ça dans un discours abstrait sur la démocratie, les droits des femmes, je ne sais quoi, et qui souvent en fait, rentre en conflit avec des visions locales du féminisme et de l'action féminine. Ce n'est pas pour dire qu'il n'y a pas de problème et qu'il ne faut pas aller faire ça. Sauf que, et là c'est l'anthropologue qui vous parle, les meilleures solutions sont les solutions qui émergent de la société elle-même. Chaque société a déjà les solutions à ses problèmes. Chaque société invente les solutions à ses problèmes. Et ce qui marche pour les Palestiniennes ne marchera peut-être pas pour les Canadiennes. Mais ça marche pour les Palestiniennes. Et souvent, ce qui se passe, c'est qu'on écarte ça au nom de... Oh non, non, ça va, nous, on a fait le gender studies, là. On comprend. On sait c'est quoi le féminisme. On va vous dire c'est quoi. On va vous apprendre. Parce que là, ce que vous faites, c'est pas du vrai féminisme. C'est souvent ça, l'attitude. Et donc, quand on parle de diversité au niveau des mouvements féministes, il faut aussi prendre en compte de ça. Que les femmes, là où elles sont toujours en train d'inventer les solutions pour leurs propres conditions, par rapport à leurs propres conditions. Et ce n'est pas toujours des solutions idéales, c'est vrai. Ce n'est pas toujours des solutions idéales. Une femme peut décider, je ne veux pas me marier pour avoir la liberté. Mais on peut dire que ce n'est pas une solution idéale parce qu'elle se retrouve seule. Elle est solitaire. C'est vrai que ce n'est pas une solution idéale. Mais c'est la solution qui marche le mieux pour elle dans la société où elle est. Puis avec laquelle elle est capable de contribuer le plus à sa société. Et peut-être qu'elle, ce qu'elle a fait, ça va permettre à sa, tu sais, peut-être pas à sa fille, puisqu'elle n'est pas mariée, à moins qu'elle décide d'avoir une fille hors mariage, tu sais, à une autre génération de construire sur ça une autre solution. Mais on ne peut pas venir et puis là dire aux gens, OK, changez toutes les lois sur le mariage, parce que là, vos lois sur les mariages, ça ne marche pas. Ah non, ça ne fonctionne pas. C'est une recette pour un désastre, tout simplement, ou pour un échec. Voilà, c'est mon opinion. Vous êtes d'accord avec moi. D'autres questions? Oui? Ce que vous avez dit sur les ONG est vraiment pertinent. Et c'est un problème vraiment dans les mouvements de lutte. Et le meilleur exemple que j'ai en tête, c'est le Rwanda. Quand les ONG ont commencé à aller sur place, ils ont commencé à s'accaparer et à, comme vous avez dit, coloniser un peu la façon de lutter des Rwandais et des Congolais. Et c'est la même chose qui se passe justement en Palestine, comme vous le révélez, vous me l'apprenez, je ne le savais pas, je suis vraiment surpris. Et en même temps, je ne suis pas surpris parce que ces ONG-là sont souvent financées par des gens qui ont des intérêts sur place dans ces pays-là. Puis ça amène le concept d'autodétermination des peuples, car dans SDHPP, moi dont je suis membre, on croit à l'autodétermination des peuples. Et quand on lutte pour une cause, et j'aimerais vous entendre là-dessus, c'est très important, je crois, de laisser les personnes décider de leur détermination. Il y a des gens qui disent non, les Palestiniens doivent faire comme ça. Non, il faut qu'ils fassent non comme ça. On croit
qu'il est important de donner le choix aux Palestiniens de choisir qu'est-ce qu'ils veulent, c'est leur détermination. On les a jamais laissés choisir. Et sur le campus de l'UQAM, on est en train de faire une campagne BDS. Et pourquoi on a choisi de faire la campagne BDS? Car on sait que BDS vient de la société civile palestinienne depuis 2005, et c'est ça qu'ils ont demandé. Puisqu'ils ont demandé ça, nous on suit ce que les Palestiniens et Palestiniens ont demandé. En fait, c'est pas pour dire que tous les ONG sont mauvais et qu'en fait ils n'ont rien à nous apprendre. C'est pas ça. En fait, il faut quand même continuer à s'impliquer, et parfois c'est intéressant de s'impliquer justement dans un ONG international, ne serait-ce que pour complexifier un peu leur façon de faire. Donc c'est pas, il faut pas penser qu'il faut juste, tu sais, je suis pas dans le blanc et noir, mais il faut quand même être conscient que quand on s'implique, même avec les meilleures intentions, parfois ça peut avoir des effets secondaires pervers. Tu vois? Et donc il faut être vraiment très très conscient de ça. Vous donner un autre exemple. Moi qui a travaillé sur la culture palestinienne. Avant, quand les musiciens palestiniens voulaient faire de la musique, évidemment, il y avait des réseaux informels de financement. Okay? Donc, on allait, je ne sais pas, à l'OLP et tout ça, on dit, bon, on veut monter un groupe de dabké, ou, tu sais. Puis évidemment, l'OLP, oui, c'est pour la cause palestinienne, donc on va donner de l'argent, et c'était souvent très informel. Même chose pour les réseaux des femmes, c'est des réseaux informels. Mais informel, dans le langage de la gestion internationale, c'est la corruption. Comprenez? C'est la corruption. Quand c'est informel, c'est la corruption. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Tu as des fonds comme Prince Claus Fund ou encore une fois USAID ou je ne sais pas, d'autres fondations qui viennent, qui disent « Ah, on va vous donner, la culture fait partie justement d'un État. Tu sais, pour avoir un État, il faut qu'on développe la culture. Donc, on va vous donner de l'argent là aux musiciens palestiniens. Mais il faut monter un projet. Il faut monter un projet. Vous avez déjà monté... Ah, vous êtes en baccalauréat. En tout cas, quand vous allez être en mémoire, quand vous allez être au niveau des études supérieures et vous voulez demander des bourses, il faut monter des projets. Il faut remplir des formulaires. Il faut dire, tu sais, pourquoi ce projet-là est original, quelle est ma contribution à la communauté scientifique, quels sont les résultats escomptés de ma recherche. Vous imaginez, vous dites ça à quelqu'un en Palestine, mais qui a le temps de remplir un projet? C'est vraiment, c'est des choses bêtes, mais vraiment bêtes. Ils n'ont pas ni le temps, ni la compétence pour remplir ces projets-là avec leurs cases, et formule A, et formulaire A, et formulaire B, partie D, documents d'appui. Écoutez, vraiment, c'est ridicule, c'est des choses ridicules. Alors qu'avant, il allait dans le comité culturel de leur village. Oui, on veut monter un groupe de femmes chanteuses de chants de mariage. Puis dire, OK, bon, on a, je ne sais pas, on a $500. On te donne $500. Fais-en ce que tu veux avec... Tu vois? Mais ça fonctionnait. C'était complètement chaotique, mais ça fonctionnait. Ouais. Il y a l'autre chose qui est plus pervers. On dit, bon, on va vous donner l'argent, mais il faut que votre projet culturel soit construit sur le dialogue ou la promotion de la paix. Tu dis ça à quelqu'un qui, jour après jour, est humilié devant la barrière. Puis on lui dit, ah non, si tu veux avoir de l'argent pour ton groupe, il faut que tu fasses un numéro, une chanson avec un musicien israélien. Vous comprenez, c'est comme un peu... Et c'est de là que le boycott est né aussi. C'est-à-dire que... Pourquoi vous m'obligez à faire ce dialogue-là? C'est un dialogue, justement, qui va faire paraître l'autre comme étant, justement, en dialogue avec moi, alors que tous les jours, il m'empêche de rentrer chez moi, il m'empêche de voir ma famille, pour dire qu'il y a un processus de paix qui se construit. Ça, c'est le genre de choses. Et les femmes sont très prises dans ces choses-là, parce que ce sont souvent, ces réseaux informels profitaient beaucoup plus aux femmes qu'aux hommes qui étaient déjà placés dans des positions de pouvoir. Donc, les réseaux informels profitaient aux femmes qui, elles, étaient marginalisées. Et là,
met tout ça de côté. On dit, bon, ça c'est désorganisé, c'est la corruption, c'est le chaos. Mais attendez, c'est pas tout désorganisé, c'est pas tout du chaos. Il y a une raison pourquoi ça a pris cette forme-là. Il faut savoir pourquoi ça a pris cette forme-là. Il y a une raison, il faut comprendre avant de tout jeter à la poubelle. Donc, voilà. Il ne faut pas que je me fâche. Est-ce que je pense que je vous ai retenu assez longtemps? Non, ça va. D'autres questions ou Oui. Moi, je voulais savoir, vous avez Oui. de l'intifada, justement la place de la jeunesse palestinienne dans cette résistance-là plus armée, plus violente. C'est vrai que vous trouvez que la femme aujourd'hui dans cette jeunesse-là a plus de place en fait, et a plus, elle retrouve plus sa place là-dedans, parce que vous parliez qu'elle avait plus au niveau communautaire, justement qu'elle profitait de ces initiatives-là. Aujourd'hui, est-ce que ça a un peu changé? Est-ce qu'elle a pu accès à ce cercle-là d'une autre sorte de résistance? Dans la génération de la jeunesse, à un certain niveau, oui, à cause de la communication. Je pense que la communication a beaucoup aidé les médias sociaux. Mais en même temps, je pense qu'il y a un schisme de plus en plus fort entre ce que ces jeunes femmes peuvent faire justement à travers leurs réseaux sociaux et tout ça, et la pression de la société qui... Il faut dire que plus la société vit des événements difficiles, plus elle a tendance à devenir conservatrice. On essaye de garder ce qu'on a encore, quand tu perds à tous les jours. Et je trouve que pour les jeunes palestiniennes, elles sont dans une position, moi je pense, qui est plus difficile que ma position, moi. Que ce que ma position a été. Parce qu'elles doivent aujourd'hui lutter aussi contre à la fois une société qui devient de plus en plus conservatrice, mais alors qu'elle est en train de créer comme quasiment une existence parallèle à travers les réseaux sociaux de résistance et parmi sa propre génération, on a, juste pour vous donner, il y a, par exemple, la dernière fois que j'étais à Birzeit, il y a eu toute une tollée à Birzeit parce que, en fait, les étudiants, ils étaient séparés. Il y avait un groupe qui était du côté un groupe qui était plutôt séculier, puis un groupe qui était plutôt du côté islamiste. Puis il y avait toute une lutte sur la musique dans le café de l'université. OK? Donc, est-ce qu'on met la musique ou on ne met pas la musique? Quel genre de musique on peut mettre? Est-ce qu'il faut que ça soit toujours une musique sérieuse ou une musique... les tensions sont fortes. Les tensions sont fortes. Donc, je vous nierai pas ça. Il y a vraiment des... oui, c'est pas facile. Ça change d'une ville à l'autre. Comme Ramallah, c'est beaucoup plus libéral. Ramallah, c'est très cosmopolite. C'est justement, même trop à mon avis, tu entres à Ramallah puis tu as l'impression qu'il n'y a pas d'occupation. C'est grave. Mais d'autres villes, comme par exemple Hébron, où la situation est absolument abominable, c'est très, très, très difficile pour les femmes. Très difficile. Société très conservatrice. Moi, je sais parce que ma belle-mère, en fait, la belle famille sont des marchands. Et donc, ils vont souvent à Hébron c'est là où ils achètent leurs produits pour leur magasin. Et ma belle-mère me dit, ils sont durs, ils ne sourient pas, ils sont très, très, très durs. Alors, t'imagines une femme qui vit dans cette situation où tout le monde est comme ça, c'est la tension constamment. C'est souvent la femme qui prend en fait, toute sa tension, c'est elle qui l'endure. Parce que tu as le mari qui rentre à la maison, qui est frustré, qui va se défouler sur sa femme, qui va se défouler sur ses enfants, parce qu'il ne peut rien faire, parce qu'il est impuissant. Tu vois? La femme qui, à chaque fois qu'elle ouvre la fenêtre, il y a une voisine israélienne qui est en train de lui cracher dessus. Tu vois? Les enfants qui, pour aller à l'école, doivent être accompagnés par des soldats de l'ONU parce que les colons leur jettent des pierres. C'est ça, Hébron, la vie quotidienne à Hébron. Donc, pour les femmes, c'est très difficile. Gaza, même chose. Extrêmement difficile. Cisjordanie, il y a des endroits à Jérusalem, tellement, écoute, c'est quasiment occidental, c'est pas... Donc, ça dépend d'un lieu à l'autre. Tu avais une question?
Si personne d'autre a une question. Ah, il y avait une question derrière. Oui, ok. Excuse-moi, j'ai pas vu qui... Oui, c'est... Moi, j'ai déjà parlé. Mais tantôt, qui les ONG en place, mais en tant qu'occidentaux, militants ou non, c'est quoi les meilleures actions qui peuvent être portées, oui, par les militants, mais aussi par les personnes qui ne sont pas militantes, mais qui peuvent appuyer la cause? C'est ce qui sont, vous, les meilleures actions qui peuvent être faites par nous ici? Mais c'est comme je l'ai dit, en fait, ça vaut autant pour les Palestiniens que les non-Palestiniens. C'est que chaque action qu'on fait, chaque engagement qu'on fait, il faut toujours se questionner soi-même. D'accord? Et la meilleure façon, c'est... D'abord, il faut être toujours en dialogue avec les gens qui sont là. Idéalement, il faut être là, sur le terrain. C'est-à-dire que même moi, quand je vais là, il y a des limites aussi à ce que je peux, à ce que je connais, à ce que je peux faire, parce que j'ai mon propre réseau. Okay? Par exemple, il y a Gaza où je peux pas aller à Gaza. Donc, je peux pas... mais l'implication constante... En fait, il ne faut pas arriver avec des solutions toutes faites. C'est ça. Il ne faut vraiment pas arriver avec des solutions toutes faites. Il faut prendre le temps d'aller là, de comprendre les gens, de passer du temps avec eux et d'imaginer des solutions ensemble. Il y a des choses que... En fait, oui, il y a des choses qu'on peut apprendre du Canada. Ce n'est pas pour dire qu'on n'a rien à apprendre du monde. Ce n'est pas vrai. OK? Mais il ne faut pas prendre pour acquis que les solutions qui ont marché ici vont marcher là-bas. Donc, il faut arriver avec... En fait, il faut être un peu humble en arrivant là. Il faut vraiment être humble. Puis, il faut d'abord savoir que tout ce qu'on peut leur proposer, ils avaient déjà réfléchi à quelque chose avant. C'est ça. Ils avaient déjà réfléchi à quelque chose avant. Ils peuvent vous dire, voilà, on a essayé ci, on a essayé ça, ça a marché, ça n'a pas marché, ça. Et le problème, c'est qu'on arrive là souvent en pensant que les gens n'ont pas ils attendaient juste qu'on leur arrive avec la solution. Qu'il n'y avait rien avant, qu'il n'y avait pas une histoire avant. Donc, on y arrive là avec un peu de modestie et rester en dialogue et imaginer que les solutions sont à créer. Les solutions ne sont pas créées. Je ne peux pas être plus précise, hélas. C'est trop complexe pour être plus précis que ça. Merci. Ça me fait plaisir. Oui? Quand tu parlais tantôt d'un retour à un certain conservatisme, est-ce qu'on parle ici de conservatisme religieux? Ça peut prendre une forme religieuse, mais ça serait le réduire de dire ça, vraiment. Est-ce que, par exemple, le fait qu'il y a moins d'éducation dans certains camps de réfugiés, ça laisse la place à un retour de croyance? C'est pas tellement ça. Je pense que ça, c'est un peu trop... je ne suis pas très partante pour cette équation, c'est-à-dire que conservatisme, ça ramène... Parce qu'il y a aussi... Il faut dire que il y a des mouvements communautaires religieux qui ont beaucoup contribué au mouvement de résistance en Palestine. Et quand je parle de religieux, je ne parle pas seulement de musulmans. Par exemple, les congrégations chrétiennes palestiniennes ont fait un travail absolument extraordinaire en Palestine. Donc, les écoles religieuses, qu'elles soient musulmanes ou chrétiennes, souvent ont fait un travail très, très, très progressiste par rapport aux droits et par rapport à la lutte, au moins par rapport aux services sociaux pour les Palestiniens. Mais quand je dis un conservatisme, oui, ça prend parfois une forme de retour à la religion, je ne le nierai pas, mais c'est un conservatisme plus global. Je dirais que c'est une pensée en général qui est plus dans le... c'est pas une pensée survivaliste. C'est-à-dire qu'il faut survivre. Okay? Et donc, il faut faire tout pour survivre. Et tout ce qui est en dehors de la pure survie est considéré comme étant esthétique ou comme étant nécessaire. Et c'est ça qui est très difficile. C'est-à-dire que maintenant, il y a une dévalorisation justement de tout ce qui est culturel. Alors que la culture a fait partie de justement de mouvements d'émergence du mouvement nationaliste. Parce que la culture, bof, c'est une perte de temps.
Moi, j'ai besoin de mettre un repas sur la table. J'ai besoin d'un emploi. J'ai besoin de ci. Il faut que ma fille se marie jeune parce que je ne peux pas payer pour mes enfants. Je ne peux pas me permettre d'avoir 4 adultes à la maison. Qu'est-ce que je vais faire? Tu vois? Je voudrais qu'elle se marie jeune parce qu'au moins, il y a quelqu'un qui va m'aider. J'aurai une autre personne, un autre homme qui va contribuer à la famille. C'est une pensée très pratico-pratique, mais qui amène à des choix conservateurs. Donc, ce n'est pas juste la religion. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Oui? Moi, c'est une question assez large, mais c'est... est-ce que vous pouvez parler un peu de la solidarité? Vous avez parlé un peu de la solidarité entre femmes palestiniennes, mais entre femmes arabes en général, comme dans d'autres pays? Ça, je connais un peu moins ça, parce que, en fait, mais la cause palestinienne, il y a une solidarité arabe sur le plan, au niveau des peuples, ça c'est certain, ok? Au niveau des gouvernements, c'est une autre histoire. Mais je pense qu'il y a une solidarité entre femmes arabes de différents pays, surtout en diaspora. C'est là où on le voit. Parce qu'il y a l'expérience de la migration aussi qui fait qu'on a quelque chose en commun. Et là, du coup, l'identité de femme devient plus importante que l'identité nationale. Donc, l'identité de femme, l'identité de migrante, l'identité de racisée devient plus forte que l'identité nationale. Et c'est là où il y a des réseaux intéressants qui se créent. Je pense qu'à ce niveau-là, oui. Mais en Palestine, c'est très difficile. Ils sont très isolés. Ils ne peuvent pas se déplacer. Ils ne peuvent même pas se déplacer au sein de leur propre pays. Alors imaginez-vous, c'est ça qui est un peu dur. Ouais. C'est bon? Merci. Merci beaucoup Yala pour cette intervention absolument passionnante. Merci. Merci à vous pour vos questions et votre intérêt. Nous avons quelques livres de Yala ici, dont L'ombre de l'olivier et le parfum de l'eau que vous pouvez vous procurer si ça vous intéresse. Également, je voulais vous remercier au nom du groupe d'avoir été présent et présente ce soir. Si jamais vous désirez vous impliquer au sein du comité, vous pouvez nous rejoindre sur notre page Facebook ou bien laisser le nom à l'un ou l'une des membres ici. Merci de vous informer et de soutenir la cause palestinienne, c'est vraiment important. Ça nous fait chaud au cœur de vous voir ici et passer une belle fin de soirée. Merci.